Toulouse, Béziers, Biarritz, Dax, convoqués et sanctionnés par la Ligue nationale de rugby. Le top 14 revient tout de même pour parler un petit peu de terrain, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur La Causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite nouvelle vidéo de La Causerie. On est très heureux de vous retrouver, le top 14 est de retour après 2 semaines de Champions Cup pour cette fin d'année 2025. Pas mal de choses à dire évidemment, que ce soit terrain ou hors terrain pour cette semaine. Je suis avec Lionel qui est de retour, comment vas-tu ? En forme, reposé. Eh ben, écoute, bien reposé, puisque moi, du coup, j'ai pris un petit peu de temps mort sur le rugby pendant cette période de Coupe d'Europe. Du coup, ça m'a donné un petit peu, vu le contexte, j'ai vu les différentes émissions et les différents résultats, forcément. Bon, du coup, c'était pas des grands matchs, une compétition qui n'est pas très, très intéressante sur le point du résultat, du contenu. Donc, du coup, j'ai bien fait. Et là, je suis en forme parce que, du coup, on retrouve un peu d'énergie. Top 14 revient avec un bloc de 3 matchs. Allez, on y va. C'est ça, un bloc de 3 matchs pour conclure cette année 2025 et basculer sur 2026. Et je crois que le Loup aussi a pris des vacances pendant les 2 semaines. Là. Je crois que Lyon, pareil. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Ils étaient en pause là, sur cette Coupe d'Europe, sur cette Challenge Cup. Mais on évoquera ça tranquillement dans la suite de la vidéo. Le top 14 revient avec une 12e journée qui va s'ouvrir par un derby francilien qui va se conclure par un UBB Toulon qui va être très intéressant. On va évoquer tout cela pendant cette vidéo. Avant tout, point classement et point petite news aussi parce qu'il s'est passé des choses cette semaine. Le point classement avant le retour ce top 14, c'est la section paloise qui est désormais leader devant le Stade Toulousain puisque le Stade Toulousain a été sanctionné de 2 points, on en parlera juste après. Toulon est 3e, le Stade Français 4e, Bayonne et Bordeaux complètent le top 6 et en bas de tableau c'est Montauban qui est toujours barragiste et Perpignan et Lanterne Rouge avec 1 point pour l'USAP. Ce classement n'a pas vraiment bougé depuis la dernière fois excepté Toulouse qui a été sanctionné. Et c'est ce qu'on va évoquer. On a ici le communiqué de conseil de discipline de la LNR qui est sorti lundi soir, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec 4 clubs sanctionnés, à commencer par le Stade Toulousain. Vous connaissez l'affaire Jaminet, ça ne bouge pas. Sanctionné d'un retrait de 2 points au classement du top 14 dans cette affaire Jaminet Pacific Art. Également 45 000 euros d'amende, donc 15 000 euros de sursis. Il faut oublier que Toulouse avait déjà pris une première amende d'1,3 million d'euros sur plutôt cette année en 2025, donc ça commence à chiffrer un petit peu pour le Stade Toulousain. Donc sanctionné pour démontrer que les flux financiers entre les clubs et les sociétés Pacific Art Rugby Store présentées notamment comme une convention d'agence visant à organiser une tournée du Stade Toulousain en Polynésie française avaient en réalité notamment servi à régler les conséquences financières du départ de Melvin Jaminet du club de l'USAP vers Toulouse, donc affaire qu'on connaît déjà. Il faut pas oublier que le parquet de Toulouse a saisi l'affaire également, donc Toulouse est encore enclin peut-être à prendre des sanctions. Certains ont pensé que 2 points au classement sportif, ce n'est pas une sanction très énorme pour Stade Toulousain. Ça va effectivement, je pense, pas vraiment les impacter d'un point de vue sportif parce que 2 points en moins pour Toulouse, c'est pas grand-chose dans cette saison régulière. Ils ne sont que 2e de top 14, égalité avec la section paloise, il faut pas l'oublier. Mais le parquet de Toulouse peut encore sanctionner. Il faut pas oublier qu'ils ont déjà pris quasiment... ça commence à chiffrer au niveau millions d'euros pour le Stade Toulousain et que... ça, je tire l'info, j'ai écouté des très bonnes émissions du petit bureau, je crois que c'est Alex Priem qui en parlait, c'est que financièrement ça commence à chiffrer pour le Stade Toulousain et donc ça commence peut-être à coincer pour l'arrivée de Melancello et pour la prolongation de potentiellement Romain Tamac qui est en fin de contrat en 2027. Ça, ces sanctions financières peuvent aussi un petit peu coincer le Stade Toulousain. Il faut pas oublier que le parquet de Toulouse peut aussi prononcer potentiellement une interdiction de recrutement ou d'autres sanctions financières à l'égard du club. Est-ce que tu juges, Lionel, que cette sanction est trop faible en termes de points sportivement pour le Stade Toulousain? Ça ne changera pas grand-chose. Évidemment, évidemment. Alors du coup, je me range un petit peu avec tous les avis qui sont un petit peu négatifs en fonction de cette sanction. Pour moi, 2 points. Alors, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Attention, on n'est pas juge, mais bon, évidemment, s'il y a faute, je pense que 2 points, c'est peut-être pas suffisant. Ça veut dire que, du coup, ça montre peut-être que il n'y a pas trop de justice parce que du coup, perdre que 2 points quand on a fauté. Voilà, sur un cas. Je pense que ça aurait mérité une sanction un peu plus large. De manière, même s'ils auraient pris 5, 6 points, ça aurait été plus juste. De manière en plus on sait très bien que Toulouse sera dans la qualification, mais peut-être, Lorraine, toi, de leur faire passer un step
L'interdiction, par exemple, eh ben, évidemment, peut-être que toi, s'ils finissaient premier, eh ben, du coup, obligation, pardon, de passer par les barrages, par exemple, ça aurait été tu vois, une sanction qui serait intéressante. Toi, au moins, là, 2 points, c'est que dalle. C'est vrai que s'ils prennent 20 points d'avance, eh ben, ils auront plus que 18 points, hein, excusez-nous, mais bon, c'est pas terrible. Ouais, mais bon, on verra ce qui va se passer derrière pour le Stade Toulousain, plus les sanctions financières qui vont être peut-être préjudiciables pour le champion de France en titre. Retenez le Pacific Art Rugby Store et Arnaud Dubois. Ça, c'est un nom d'une personne et une société qui ressortent plusieurs fois dans plusieurs procès. Donc, il y a des petits liens qui se font à droite, à gauche. On a quand même hâte que Arnaud Dubois prenne la parole parce que son nom est ressorti à plusieurs reprises pour plusieurs affaires. Donc, ça va être curieux aussi. Et Toulouse a une semaine pour faire appel de cette décision s'ils le veulent, tout comme les clubs sanctionnés. Il y a eu la petite interaction, prise de parole de Bernard Lemaître, donc président du RCT du Rugby Club Toulonnais, qui explique que il n'a pas assez d'éléments, mais en tout cas il compare ça un petit peu au cas des Saracens qui avaient été rétrogradés en deuxième division en 2020 pour des choses similaires. Mais il est conscient que si tu massacres le Stade Toulousain, tu as fait vivre le rugby professionnel français et l'équipe de France. C'est une sanction tout à fait digeste. On verra ce qui va se passer. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent arriver. Le Stade Toulousain s'est exprimé également en disant qu'ils allaient étudier ce qui allait se passer et peut-être faire appel. On verra pareil dans la suite. Et après, il y a eu d'autres sanctions derrière. Je vous mettrai le communiqué de presse, le résumé de cette sanction, si vous voulez, en description, comme ça vous pourrez aller le consulter et lire un petit peu ce que vous souhaitez. Biarritz, pareil, vous voyez Pacific Art et Rugby Store et Arnaud Dubois encore mentionnés dans cette affaire pour Biarritz, sanctionnés de 2 points, tout comme Béziers, où Béziers, il y a également Pacific Art et Rugby Store et Arnaud Dubois qui ont été mentionnés. Ils ressortent tous les trois donc dans les 3 décisions des 3 clubs concernés. Pareil, hop là, je vais chercher, c'est les sociétés Pacific Art et Rugby Store présentées comme des contrats de prestation de communication avaient en réalité servi à régler les indemnités contractuelles réelles à la rupture de contrat des joueurs Adrien Motok et Thomas Sauveterre. Donc voilà. C'est pareil pour Béziers, c'est lié à un joueur fidjien, c'est à peu près les mêmes sanctions pour les deux. Alors pour Biarritz, on est sur 2 points de retrait ferme, plus 2 points de sursis et une amende de 10 000 €. Et hop, je retrouve Béziers qui, quant à lui, prend une amende de 2 points de retrait ferme également, 2 points de retrait en sursis, 20 000 € d'amende, dont 5 000 € en sursis pour Béziers. Et l'autre club qui est sanctionné, qui n'a rien à voir avec Arnaud Dubois et Pacific Art cette fois-ci, c'est l'US Dax. Qui lui a pris, on va dire, un peu plus cher. Non-respect de l'engagement pris en séance du conseil de discipline du 30 mai 2025, puis documenté par écrit du président, d'apurer le compte liant Stratton par un apport de fonds, et ce sans informer la CCCP. C'est de la récidive pour l'US Dax, qui avait été déjà sanctionné en début d'année. C'est pour ça que ça a été un petit peu plus lourd. Un retrait de 9 points fermes applicable au caleçon de Pro D2 et 3 points de sursis, plus une amende de 7 000 €, dont 2 000 € avec sursis. Il faut savoir que sur ces 9 points fermes, il y a les 4 points qu'ils avaient pris en sursis en début de saison. En gros, je résume. Dax a pris 5 points en début de saison ferme de sanctions pour des infractions similaires. Il y avait en plus de ça 4 points en sursis. Et là, sur cette sanction-là, il y a à de nouveau 5 points qui ont été retirés à Dax, plus les 4 de sursis précédents qui ont été levés. Donc on monte à 9 points et on monte au total à 14 points pour l'USD sur cette sanction aussi. C'est lourd, Lionel, mais les clubs de Pro D2 ne sont pas épargnés non plus. Après, du coup, ça conforte un petit peu. On voit bien que pour Toulouse, déjà, c'est la même sanction que pour Béziers et pour Biarritz. Donc, voilà, on va dire qu'ils ont fait, comme il y a encore Arnaud Dubois Ça dedans, je groupé. ne sais pas, voilà, il y a tiers regroupé. Donc ça légitime un peu pourquoi, si c'est la même faute à peu près, j'ai pas tous les histoires en tête, mais du coup, ça conforte un petit peu la sanction qui est commune, en fait. Pour Dax, évidemment, c'est autre chose. Moi, je trouve que c'est très, très lourd pour Dax. Par contre, 9 points, hein, on va dire, pour moi aussi, dans ces cas-là, on comprend pas pour Biarritz pourquoi il n'y a pas récidive. Parce que Biarritz a eu d'autres cas l'année dernière, même si c'est autre chose. On va dire que ça commence à faire beaucoup pour, voilà, par rapport à Dax qui a été sanctionné aussi sur le début de saison. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui s'accumulent, quoi. Donc, voilà, là, on comprend pas. Toulouse, c'est la première fois. Donc, voilà, peut-être que la sanction, c'est pour ça qu'elle est faible. Donc, OK. Bon, c'est la première fois qu'ils se font prendre, du moins. Peut-être qu'il y avait eu, toi, mais ils se font prendre. Donc, du coup, il y a sanction. Et Béziers, j'ai pas d'historique non plus qu'il y ait eu des problèmes de perte de points au classement.
Donc voilà, maintenant, écoute, voilà, moi je l'ai pas, je vais me ranger comme Monsieur le Maître. Hein. J'ai pas tous les éléments. Aujourd'hui, personne n'a beaucoup les éléments. On va laisser la justice trancher et on va s'intéresser à ce qui nous importe, c'est le jeu. Exactement. Il faut savoir que Dax aussi, il y a une dégradation du résultat. Un différentiel de 411 000 euros aussi de fonds propres dans le budget. Donc ça fait un gros trou pour un club de Pro D2. C'est aussi pour ça que les sanctions sont aussi lourdes. Pour l'USD, on verra si le club fait appel. En tout cas, c'est l'équipe qui l'a sorti. Il faut juste que je retrouve l'article. Peut-être que l'US Dax pourrait menacer de boycotter le match à Grenoble contre Grenoble au Pro D2 ce week-end, enfin cette semaine. Donc on verra ce qui va se passer. Rien n'est moins sûr, mais voilà. Ah, ils vont se taper. Je vois pas l'intérêt. Si tu veux, Ouais. la Pro D2, la LNR, la Pro D2 va pas s'arrêter de jouer pour un club qui fait grève. S'ils font grève, ils vont perdre des points sur tapis vert, Ouais. sur tapis sur fort forfait, et ce sera ils vont encore plus se mettre en difficulté. Là déjà, ils se retrouvent maintenant au classement à 2 points d'avance sur le premier, sur Mont-de-Marsan, 3 sur Carcassonne. Donc bon. Je pense que l'intérêt, c'est pas de faire grève et c'est justement de répondre sur le terrain, essayer de s'en sortir, laisser passer l'averse et voilà. Après, regarde justement 4 matchs d'affilée. Sur les 5 derniers matchs, ils ont 4 victoires. Ils sont dans une dynamique positive sur le sportif. Alors ça fait chier parce qu'ils retombent dans la zone rouge, mais on va dire que par rapport aux dynamiques des 2 autres clubs, hein, on va dire qu'il vaut mieux qu'ils se battent que faire forfait. Bon, c'est mon point de vue. Après, Ah oui. je sais pas s'ils vont faire appel. Dax a intérêt de faire appel parce qu'ils prendront. Je pense pas qu'ils vont prendre plus de 9 points. Donc les autres clubs, je sais pas. Voilà, on verra. C'est vrai que moins 14 points sur le total de la saison pour l'US Dax. Ah, S'il c'est arrive à se beaucoup. maintenir, c'est quand même un sacré exploit. Vous avez, je vous le mettrai en lien en description, le grand communiqué, le conseil de discipline, voilà, tout le communiqué de presse qui est retrouvé sur le site de la LNR, mais je vous le mettrai en description comme ça, vous pourrez le consulter pour voir un petit peu. Et on attendra que ce fameux Arnaud Dubois, qui est désormais peut-être plus connu que certains joueurs de top 14 maintenant, j'ai l'impression, sorte du bois finalement pour nous expliquer, si je puis me permettre. Ça va être l'un des cas à suivre. Bref, est-ce qu'on a... Je pense qu'on a tout dit sur ces cas-là, on va se concentrer sur le sportif. Si, juste commission de discipline, ça c'est encore belle logique de la part des sanctions de rugby. On avait parlé avec Thomas de SCBS, le Sud-Africain, il y a 2 semaines sur ces sanctions. Et ben Yannick Tarit a écopé de 5 semaines de suspension par la LNR après son coup de boule lors de la rencontre contre le Stade Toulousain. Je trouve la sanction un petit peu gentille quand même pour le fait de jeu. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bon. Moi, je trouve que, évidemment, si tu donnes, je comprends pas déjà Edzebet. Du Oui. coup, vous en avez parlé, voilà, 12 semaines, Edzebet, voilà, c'est indescriptible. Franchement, il n'y a même pas à commenter parce que du coup, et on parle de la sanction du Stade Toulousain, mais celle de Zebet, elle est encore plus drôle parce que du coup, on se rappelle quand même qu'il y a des joueurs français qui avaient pris 70 semaines pour des gestes similaires. Voilà, 12 semaines, c'est en plus dans une période où ils jouent pas, où il y aura pas beaucoup de matchs. Donc bon, c'est rigolo quoi. Et puis après derrière, oui, en effet, Tarit, moi j'ai vu alors du coup, 5 matchs, c'est pas suffisant pour moi, surtout que voilà, complètement volontaire, il pète un câble, on peut pas avoir un geste comme ça. Voilà, je pense que il aurait dû avoir la sanction d'Edzebet et Edzebet au moins 30 semaines minimum. Voilà, mais c'est vrai que les sanctions sont peut-être un petit peu gentilles. Il y a Ronan Hogar aussi qui s'en sort bien. Voilà. Souvent, c'est les circonstances atténuantes du bon comportement. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire pour un bon comportement. J'imagine que tu dis bonjour quand t'arrives, c'est bon, apparemment. Mais voilà, bon, on verra. Et c'est des choses qui arrivent, et puis on va pouvoir enchaîner tranquillement sur le sportif, ce qui nous intéresse le plus, parce qu'on a beaucoup parlé de discipline, de commission, et de tout ça, qu'on va pouvoir aborder le sportif. Nouvelle journée, c'est la 12e de top 14 qui va arriver sur nos écrans à partir de samedi, avec, pour commencer, un derby francilien, Stade Français Racing. Un match qui va être assez intéressant. Bon, les clubs étaient en Coupe d'Europe ces derniers temps, je vous affiche les résultats de la Champions Cup. Hop. Et de la Challenge Cup aussi, parce que c'est des clubs qui sont plus concernés par la Challenge Cup que par la Champions Cup, finalement, le Stade Français et Racing, au vu de leur saison dernière, malheureusement pour eux. Le Stade Français, hop, qui a assuré la victoire du côté des Cheetahs 45-22. Le Racing a fait match nul face à Exeter 31-31. C'est vrai que le Racing s'est un petit peu relevé, ils avaient fait tourner au Ulster, mais ils avaient pris une petite piquette, mais ils avaient fait tourner. Le Stade Français a assuré une deuxième victoire en 2 matchs. On est sur des dynamiques assez similaires pour les deux clubs. Le Stade Français continue de rouler bien à domicile, ça devrait le faire contre ce Racing. Ils ont fait reposer un petit peu les troupes peut-être aussi.
Alors, il y a une notion qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un derby. Et Oui. ces derbys-là, parisiens, ces derbys parisiens, ils sont très, très, très difficiles à parier. Parce que du coup, là, pour moi, la dynamique, elle est plutôt sur le Stade français. En ce moment, la dynamique positive, avec un gros groupe d'avant. Voilà, ils ont fait une belle fin de saison, là. Quoi. Je ne parle pas des matchs européens. Les matchs européens, ça dépend contre qui tu joues. Ça dépend si l'équipe en face joue la compétition aussi. Donc, bon, je ne parle pas des matchs européens. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais pour le top 14, en effet, ils vont retrouver une équipe du Racing qui a, lui, fait tourner complètement et qui va venir avec sa meilleure équipe possible jouer. C'est un derby. Le derby parisien, sur les 5 dernières rencontres entre les deux équipes, il y a quasiment 3 victoires à l'extérieur. Il y a que l'an dernier où il n'y avait pas eu de victoire à l'extérieur. Mais c'est souvent des matchs où il y a des scénarios improbables. Je me rappelle d'un match où le Racing recevait à domicile le Stade français il y a 2 ans et ils avaient pris 45 points à la maison. Alors qu'ils étaient plutôt haut, eux, dans le haut du tableau et le Stade français mal classé. Donc, voilà, tu vois, pour moi, c'est des matchs difficiles, c'est un match en jeu. C'est pas un match qui me passionne plus que ça habituellement. Parce que du coup, je trouve que à chaque fois, cette notion de derby, elle n'est pas forcément, elle met pas les deux équipes dans la meilleure disposition du match. Mais voilà, ça va être un match très compliqué à parier. Mais du coup, moi, je vais mettre, parce que du coup, j'en ai assez de me tromper sur ce derby à chaque fois. Je vais mettre un match nul parce que je juge que c'est un Oh, match qui peut être, ouais, c'est un match qui peut être. En plus, je trouve que là, cette année, le niveau des deux équipes peut être assez homogène, un peu des mêmes niveaux. Il va manquer peut-être quelques joueurs devant pour le Racing. Je sais pas si ouais, Jordan Joseph est blessé, je crois. Ils vont revenir avec Tuisova va revenir. Je crois que tous les joueurs qui étaient un petit peu en repos, Sun va revenir aussi. Donc ils vont aligner une très belle équipe. Stade Français aussi. Il y a match. Donc voilà, je pars sur un match nul. match nul pour toi. Je vais mettre victoire au Stade français. Je vais assurer la victoire à domicile des Franciliens qui, quand même, depuis le début de saison, montrent de très très belles choses. On a cessé de dire du bien du Stade français depuis le début de cette saison 2025-2026. On ne cessera pas d'en dire, je pense, en fonction des résultats sur la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, il faut assurer. T'as une place peut-être dans le top 3 à aller chercher en fonction des résultats des autres, de te rapprocher peut-être du doublé de tête Pau et Toulouse. C'est sympathique pour le Stade français qui est rené de ses cendres après une saison très compliquée la saison dernière. Et puis ça fait une belle ouverture, je pense, un samedi 14h30, ça peut donner un bon match. Souvent, cette saison, ça va. Les matchs du samedi à 14h30, ils sont pas trop mauvais, ça va, c'est pas trop mal. L'année dernière, c'était compliqué. Là, ça va un peu mieux, on va dire. Montpellier-Castres, pour évoquer le multi de 16h35. Les Montpellier, 7ème de ce championnat, accueille Castres, 8ème du championnat. Voilà, vous avez compris, l'enjeu c'est le top 6. C'est de ne pas perdre de longueur. Castres qui est un petit peu revenu dans le jeu aussi avant la Coupe d'Europe, avec 2 victoires consécutives. Hop, je vais vous afficher les parcours des différentes équipes dans ces Coupes d'Europe pour faire le point. Castres est allé s'imposer face à Édimbourg à la maison 33-0. C'était tranquille pour les Castrés. Et du côté de Montpellier, c'est une victoire contre les Zébrés également, 31-7. Voilà, je sais pas si on va prendre en considération ces matchs-là, je ne sais pas. Pas forcément. En tout cas, Montpellier-Castres sur le papier, ça peut taper fort. Ah ben, du coup, c'est un match intéressant. C'est un match intéressant. Alors, on va passer évidemment la Coupe d'Europe, surtout pour Montpellier. Victoire en Géorgie, réception des Zèbres. Bon, on va dire que c'est quand même des équipes qui sont beaucoup plus faibles que Montpellier. Il y a pas d'enseignement sur ce match-là. Le Castres Olympique a fait une belle. D'habitude, ils ont l'habitude de faire tourner, mettre beaucoup de jeunes en Coupe d'Europe. Voilà, on les critique suffisamment pour dire qu'ils jouent jamais la compétition. Là, ils ont mis quand même des équipes assez intéressantes. Ils ont fait un super résultat ce week-end. C'était un match plutôt plaisant à regarder je l'ai revu en replay du coup Édimbourg. contre Édimbourg, du coup contre Édimbourg qui a mis quand même une belle salve à Toulon le week-end d'avant. Donc c'était assez intéressant. Et puis ils se sont accrochés aussi sur le premier match. Donc voilà, bravo aux Castrés. Donc ils sont dans 2 dynamiques complètement positives, les 2 équipes. On se rappelle de la performance de Montpellier qui a battu l'UBB sur la 11e journée. C'est plus celle-là qui va me faire partir sur mon pari sur cette journée, sur la 12e, avec une très très grosse performance de Lenny Nouchi qui était incroyable pour moi sur le match contre l'UBB. Il était partout, il marque 2 essais, il fait des incroyable, il a traversé le terrain 1 ou 2 fois. Bon, je trouve ce joueur immense. Franchement,
c'est pour moi une valeur sûre et je le veux pour franchement, Galtier, j'espère que tu vois les matchs un peu du Montpellier. Il nous le faut dans les 23 pour le tournoi. C'est un très, très grand joueur. Je suis désolé, aujourd'hui, il a des performances qui méritent d'être vues et pas en 26e ou 27e. Franchement, voilà, on n'a pas fait une très belle tournée d'automne. Voilà, je pense que Nouchi méritera d'être testé sur la tournée. Évidemment, voilà, pour ce match-là, je vais partir sur une victoire de Montpellier parce que Montpellier me plaît, notamment à domicile. Voilà, ce beau paquet d'avant, ils se sont retrouvés. Ils vont retrouver, bien évidemment, comment il s'appelle, le 8 qui va revenir. Bon, ils vont retrouver aussi pas mal de monde derrière qui a fait tourner, Picardo et tout qui va revenir. Donc, ils ont une belle équipe pour recevoir Castres. Et ben voilà, je vais mettre 4-0 parce que je pense que Castres va venir quand même avec une équipe compétitive. Et voilà, je pense que ça peut être un joli match. Un joli match sympathique pour Montpellier qui effectivement assure depuis le début de saison à domicile. Castres, j'attends la grosse perf à l'extérieur parce qu'ils ont gagné à La Rochelle. C'était un match vraiment pas très beau. On va dire que La Rochelle n'a pas aidé à rendre le match sympathique. Tu gagnes à Montauban aussi. Mais j'attends la vraie performance castraise à l'extérieur cette saison pour pouvoir me dire qu'ils peuvent aller prendre vraiment des points de manière assez régulière. Et j'avoue que je pense que Montpellier peut aller s'imposer aussi. Également ce week-end du côté de chez lui qui va Et pouvoir chez eux, ouais. essayer. Et du coup, c'est Vunipola, le joueur que je Oui, cherche. Donc, du coup, c'est c'est Vunipola, vrai. voilà, qui est là. Et puis, du coup, il y a aussi le retour de Mazibaka, qui est un très, très bon joueur, très puissant, qui a été très bon, qui a marqué 2 essais ce week-end contre les Zèbres. Voilà, ils ont quand même un beau retour. Voilà, mais c'était Vunipola que j'ai cherché des statistiques. C'est très bon joueur. Et Linouchi, on verra. Mais normalement, il devait être testé en novembre s'il n'avait pas été blessé malheureusement. Et je pense que pour le 6 Nations, il sera peut-être appelé. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Pour ceux-là, match suivant Montauban qui reçoit la section paloise. Montauban a redécouvert le Challenge Cup, on va dire, ces 2 dernières semaines. Je vais y arriver. 2 défaites malheureusement pour les Montalbanais face aux Zèbres 41-17 et face aux Ospreys 33-22 à domicile pour cela. Bon, c'est anecdotique pour Montauban. Je pense que ça fait plus un petit peu d'expérience qu'autre chose. On le sait, il faut aller prendre des points. Est-ce que tu peux aller prendre des points contre une section paloise qui a fait tourner en Coupe d'Europe parce qu'il fallait faire souffler un petit peu des éléments? Tu as eu des blessures aussi pour Pau. On rappelle que Cailleton est blessé, par exemple. Pau qui, d'ailleurs, hop, je précise, perd Dan Robson à partir de la saison prochaine puisqu'il va quitter la section paloise pour rejoindre Gloucester. Donc c'est un paire de demi-mêlée pour la section paloise. À voir par qui il est remplacé. Ça c'était la petite info qui glissait juste là. Mais voilà, Pau, normalement, est-ce qu'ils peuvent aller faire le coup à Montauban? Est-ce que Montauban plutôt peut accrocher la section paloise? Bah, du coup, Pau, c'est quand même une équipe qui est dans une forte dynamique. Alors, je passe les matchs de Coupe d'Europe, hein, évidemment. Pau a fait un joli match quand même. Ils se sont testés avec des joueurs un petit peu remixés, une équipe un peu remixée contre Northampton, quand même. Quand ils avaient c'était un joli match, là, un dimanche après-midi, là, sur la première rencontre. Ils avaient fait un très, très joli match et du coup, voilà, ils sont pas passés loin. Ils avaient fait tourner, évidemment. Alors, pour ce match contre Montauban, évidemment, ils vont mettre la très très belle équipe. Ils ont un gros coup à jouer, puisque du coup, voilà, quand tu joues à Montauban, bah, du coup, tu as quand même l'espoir d'aller gagner une victoire à l'extérieur. Je pense qu'ils vont le faire. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont remettre les Gourgadze se sont reposés. Là, ils ont reposé. Je crois qu'il y a le retour de Simons aussi, pas Sam, le numéro 10 à l'ouverture. Donc voilà, mais il leur manque, oui, Gaëtan. Atisogbe n'est pas très loin de revenir non plus. Mais bon, je pense qu'ils ont le potentiel devant. On a vu un Montoya impressionnant sur le dernier match contre La Rochelle aussi. Sur la 11e journée là, donc je pense qu'ils vont faire le métier et qu'ils vont aller gagner à Montauban. Je ne mettrai Victoire pas le paloise. bonus parce que je pense Ouais. que ça va être compliqué quand même. Voilà, on va dire que Montauban va s'accrocher et je pense qu'il ne met pas le bonus, mais je mets 4-0. On verra. Mais ouais, je suis aussi sur cette victoire paloise, en tout cas du côté de Montauban. Montauban qui ira au Racing la semaine prochaine et qui entame cette année 2026 face à Clermont. Voilà, pour les Montalbanais, le programme est connu. La Rochelle, Bayonne, choc de course au top 6, forcément, entre un La Rochelle qui continue de patiner un petit peu
en top 14, 10e de ce championnat, 26 points, 3 points de retard sur l'Union Bordeaux-Bègles, 6e. Et Bayonne, 5e, qui a perdu l'invincibilité à Jean Daugé, qui est tombé pendant cette Champions Cup lors de la première journée, mais qui reste invaincu en top 14, qui va se déplacer sur le terrain de La Rochelle. La Rochelle qui a pas toujours, on a parlé du match de Castres tout à l'heure, pas toujours été impérial à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer pour Bayonne ce week-end finalement? Alors du coup, pour Bayonne, l'invisibilité, oui, mais en Coupe d'Europe, ils avaient déjà Oui, perdu l'an dernier. On va dire que c'est pas une invincibilité où ils tiennent en Coupe d'Europe. Je me rappelle, ils ont quand même fait beaucoup tourner. On a vu des bons jeunes, Garcia, Landolino en deuxième ligne, qui a joué 160 minutes sur le. Voilà, ils ont testé des jeunes, ils n'ont pas le choix. Ils ont quand même, ils avaient 17-20 blessés pendant la période, pendant la première phase, le premier bloc. Bon, c'était légitime un petit peu de reposer un Andy Bordelais qui avait fait 11 titularisations sur 11 matchs. Voilà, ils ont laissé aussi d'autres joueurs au repos, comme Second qui a été papa. Voilà, il y a Tulagi qui était blessé. Ouais. Il y avait quand même beaucoup comment dire, d'absence qui était légitime. Donc voilà. Aujourd'hui, la Coupe d'Europe, on voit bien que c'est pas pour Bayonne, c'est pas du tout comment dire, un objectif. Mais ce ne l'est pas aussi non plus pour La Rochelle, parce que La Rochelle a fait le même choix en envoyant les UVR en Afrique du Sud. Donc voilà, on va se retrouver sur un match où il y a pas mal de blessés des deux équipes, malgré qu'il y a pas mal de retours à Bayonne, mais quand même, retour de Tuilagi, de Second, Carrera c'est dans les starting blocks, je suis pas sûr qu'il va rentrer. Tatafou revient la semaine prochaine, donc un pilier, enfin, on va retrouver deux piliers droits, puisque Tadji va revenir, ouais, mais jouer avec sans ces 5 piliers en début de saison, je défie n'importe quelle équipe de ne pas vivre ça sur le reste de la saison, parce que Bayonne a resté invaincu à domicile avec quand même 5 piliers, donc dont toute ta première ligne quasiment sur le flanc. Je veux dire, à un moment donné, c'est compliqué, c'est des postes importants. Là, ils vont rentrer Tatafou, Tadji le mois prochain. Voilà, on va dire qu'on va retrouver un petit peu une ossature. Malheureusement, ils ont encore des blessés avec Bruni qui s'est blessé, pas absent aussi 6 semaines. Je crois qu'ils ont à la mêlée, c'est compliqué aussi. Germain est blessé 6 semaines. Donc voilà, il va falloir. Chouzenou va revenir bientôt. On va retrouver un équilibre. J'espère on va avoir passé un petit peu le chat noir et qu'on va pouvoir avoir enfin notre équipe type remplie rapidement. Sur ce match à La Rochelle, ça va être compliqué parce que La Rochelle à domicile, eh ben, il faut que ça gagne. Là, c'est les fêtes de Noël en plus. Donc à La Rochelle, il y a quand même beaucoup de passion. Je pense qu'ils ont besoin de retrouver une victoire positive. Ils ont pas mal de blessés aussi, hein, même s'ils ont eu le retour d'Antonio sur le début sur la Champions Cup. Mais voilà, ça va être un match plutôt serré. Je pense que voilà, parce que du coup il y a les jeunes maintenant, Kadouri, Sutidze, Kanté, Samba, c'est des titulaires, hein. Ils sont plus des jeunes qui, voilà, ça fait 5-6 matchs qui sont titulaires. Aujourd'hui, La Rochelle compte sur eux et voilà, on va voir ce qu'ils vont donner contre une équipe de Bayonne qui va venir au complet, logiquement, avec la meilleure équipe possible. Donc, je vais donner une victoire de La Rochelle parce que avantage domicile, avantage du public. Mais j'espère vraiment, mais vu les performances de Bayonne depuis le début de saison, je suis pas très confiant non plus, mais j'espère qu'ils vont peut-être ramener un bonus défensif. Gros programme pour La Rochelle. 4-1. Alors, ils ont un gros problème. Et gros programme pour La Rochelle sur cette fin d'année avec un déplacement à Toulouse la semaine prochaine, une réception de Toulon et un déplacement à Clermont fin janvier. Après les 2 semaines de Champions Cup. Donc voilà, beau programme pour ce bloc de 3 matchs pour La Rochelle. Et Bayonne, c'est vrai que les dernières sorties n'étaient pas non plus extraordinaires. Je vais aller sur la victoire de La Rochelle. Et puis on va pouvoir enchaîner tranquillement sur ce Clermont USAP. Urgence à l'USAP qui s'est quand même donné un petit peu d'air frais pendant ce week-end de Coupe d'Europe avec cette Challenge Cup où ils s'est chercher leur première victoire de la saison. Alors ça veut peut-être pas dire grand chose, mais ça fait quand même du bien à la tête de se dire qu'on a pu fêter une victoire. Ça change un petit peu. C'était contre les Dragons 41-17 sur cette première semaine de Challenge Cup. Ils ont perdu derrière la semaine d'après à Trévise 44-31, mais au moins voilà, l'USAP a montré un autre visage. T'enclenches une série de victoires, c'était peut-être le plus important pour avoir ce déclencheur pour la suite de la saison, notamment en top 14, parce que l'urgence elle est là. Mais tu vas à Clermont qui a l'habitude quand même d'être à domicile extrêmement solide. Est-ce que c'est à l'USAP le match, hein, j'ai inversé. Ah pardon. J'ai inversé. Ça c'est mon erreur. Pardon. Écoute, je suis là pour remettre le contexte. Et j'ai inversé ça, je vais retravailler ça. Mais du coup, c'est peut-être la bonne idée pour l'USAP d'aller chercher une première victoire cette saison contre Clermont, du coup à l'extérieur.
Parce que clairement, il y a eu des sorties à l'extérieur qui n'étaient pas non plus exceptionnelles ces dernières semaines. Et que l'USAP, on l'a dit, bon, voilà, c'est lancé peut-être sa saison en Challenge Cup et a peut-être bénéficié de la Challenge Cup pour se remettre la tête à l'endroit. Pour moi, c'est le match de la journée. Clairement, c'est le match de la journée, c'est le match qui m'intéresse le plus parce que du coup, on a deux équipes en tension. En fait, on a une équipe de l'USAP qui, évidemment, va venir rechercher sa première victoire, mais c'est un petit peu aussi défaite interdite parce que du coup, tu le vois bien sur le mois de janvier, le premier match, c'est le Stade Toulousain à domicile. Ça sera beaucoup plus dur de vaincre le Stade Toulousain à la maison. Donc du coup voilà, après ils vont à Toulon, je pense pas qu'ils iront gagner non plus, donc voilà, ils ont s'ils veulent une victoire avant la fin de la phase aller là, c'est ce match-là contre la SM, donc beaucoup de pression à Aimé Giral ce week-end, une équipe en effet qui va mieux un petit peu sur le plan du jeu, on a vu une victoire en Coupe d'Europe quoi, j'appelle toujours ça Coupe d'Europe même si c'est pas tout en Europe, Oui. mais mais voilà, une victoire importante parce que ça leur a peut-être donné un déclic. Ils ont perdu à Trévise contre une belle équipe italienne quand même, parce que Trévise, c'est quand même la moitié de l'équipe d'Italie, avec deux, trois joueurs internationaux argentins. C'est pas non plus une défaite, voilà, c'est pas nul quoi. Donc voilà, ils vont recevoir contre une équipe de la SM qui va jouer très très gros sur aussi ce match-là. Et c'est surtout sur le bloc de trois matchs. Parce que la SM, ils vont avoir deux déplacements chez des équipes où la victoire est probable. Ils vont à l'USAP ce week-end et puis dans 15 jours, ils se déplaceront à Montauban. Donc deux victoires qui sont probables pour eux. Donc voilà, ils peuvent faire la passe de 3 en réussissant ce bloc, pardon, USAP, réception de l'UBB à la maison et déplacement à Montauban. Donc un bloc très compliqué pour eux parce que c'est. Mais par contre, c'est probable qu'ils fassent le hat-trick et qu'ils gagnent les trois matchs. Donc du coup, ils jouent vraiment beaucoup, très gros sur ce bloc. Sachant qu'en plus, à Clermont, la Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est important et que ben, ils sont quasiment éliminés. Ils en sont passés deux fois à côté. Et évidemment, Urios peut expliquer il a fait tourner, qu'il a essayé des jeunes et tout. C'est très bien, mais clairement, la Coupe d'Europe, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et ils ont fait quand même. C'est pas comme des équipes comme Pau ou Bayonne qui ont fait tourner, mais qui c'est moins dans les gènes, quoi. Clairement, faire tourner en Coupe d'Europe, ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Là, ils avaient fait tourner. Ils ont pris une belle branlée la semaine dernière à la maison. Ça n'a pas plu du tout aux supporters. Donc, là, maintenant, ils ont beaucoup de pression. C'est la première fois qu'il se met ouvert depuis un an et demi, je crois. Il s'est mis ouvert. Il n'a pas ouvert au public comme il fait toute la semaine. Donc, voilà, il y a un gros, gros match. Les supporters clermontois, je pense, vont trembler un petit peu cette semaine. Ils peuvent aller gagner à Aimé Giral qui. Va évidemment, pour Noël, mettre beaucoup d'ambiance. Je pense que le stade sera plein. Je pense que je serai supporter clair, de Perpignan. C'est le moment où je manquerai pas le match parce que là, ils ont besoin de leur public, ils ont besoin de leur force. Ça va être très très intéressant. C'est le match de la journée pour moi. Et effectivement, match à gros enjeux Et sur je vais cette mettre journée. victoire à la maison. Pardon, je vais mettre victoire à la maison. Je crois à l'ISAP. Je crois que voilà, ils vont retrouver à un moment donné un peu d'allant. Et je pense qu'ils vont l'emporter contre l'équipe de la SM qui va pas démériter. Mais je pense dans le combat, ils n'ont pas le droit de passer à côté là, Perpignan. Autrement, ben, c'est fini presque la saison hein, parce que ça sera très compliqué après. Ouais, je vais mettre victoire de Perpignan aussi, j'y crois, cette première victoire de la saison en top 14 pour Perpignan, qui ira à Toulon, qui réceptionnera Toulouse derrière. Donc j'ai envie de te dire, si tu veux prendre des points, c'est peut-être contre Clermont là sur ça. Et puis derrière, ça sera le fin janvier, le match contre Montauban. Alors, L'Access Match 1. Ah, c'est ça. C'est clairement ça. Et là, bon, bah, on va dire que sur les 4 prochains matchs de top 14, le calendrier pour Perpignan, ils sont cochés. C'est Clermont et Montauban, les réceptions. C'est pas forcément Toulouse et Toulon. Ouais, Toulouse, ils vont essayer quand Oui, même voilà, ils sont à domicile, il y aura quand même un match, mais je pense que c'est plus difficile de gagner de Toulouse que de Clermont en ce moment, je pense. Donc, bon. c'est ça. C'est pour ça. Donc on verra ce qui va se passer pour Perpignan. Mais je me dis que la Challenge Cup, moralement, peut te donner un petit boost, te dire, allez, c'est bon, on Retour a de gagné. Yato, il y a quand même des retours. Hein, Ouais, s'il y a des retours, ils ont recruté Hugo Rust à l'ouverture qui va leur amener un petit peu de longueur au pied. Voilà, du coup, peut-être un peu de fougue, un peu de jeunesse, retour d'Ocagne. Bon, il y a quand même. Voilà, de toute façon, il faut trouver des points positifs oui. et il faut avoir du mental. C'est un match très très important pour eux. Voilà, Aimé Giral sera sûrement à 16h35 samedi en furie.
Exactement. On va parler des deux mauvais élèves du week-end dernier. Le Stade Toulousain s'est incliné du côté de Glasgow avec un scénario un petit peu fou. Ils mettaient de 21 points à la mi-temps. Ils se sont fait surprendre par le vent. Notamment, il y avait des bourrasques à 70 km/h. Ils n'ont pas assez profité de ça en première mi-temps. Derrière, ils se sont fait un petit peu repris et climatisés par Glasgow. Défaite de 28-21 pour les Toulousains en Champions Cup, qui va faire mal. Et le Loup, là, c'est le très très mauvais élève côté rugby français dans cette Coupe d'Europe, cette Challenge Cup, puisque le Loup a perdu la première journée à domicile contre Newcastle, qui n'avait pas gagné un match à l'extérieur de la saison, et défaite derrière contre les aux Dragons, qui affichaient pas non plus la plus grande des formes. Voilà, on va dire que pour le Loup, il y a peut-être le traumatisme de l'an passé en Challenge Cup qui a agi, mais c'est vrai que les performances n'ont pas été au rendez-vous. Et derrière, c'est réception du Stade Toulousain ce week-end, samedi 21h05. Difficile d'expliquer ce qui se passe au Loup cette année en vrai. Du coup, il faut relativiser déjà. Moi, je regarde la compo un petit peu du Loup la semaine Oui. dernière. Ils ont fait des essais. Il y a Tchapchet en 10. Voilà, il y a un Diabou qui est un espoir en 14. Mathiron aussi. Voilà, il manquait Okuya. Il manquait quand même pas mal de monde. Il manquait la première ligne. Ouais, il y avait Saragadé. Voilà, ils ont lancé des joueurs. Ils ont essayé des choses. C'est pas leur objectif. De toute façon, vu que le classement où ils sont, c'est pas leur objectif. Ils savaient très bien aussi que le Stade Toulousain venait à Noël et pour eux, c'est un gros temps fort de l'année. Chaque année, il y a beaucoup de monde sur ce match-là. À Lyon, ça fait il y a une belle ambiance pour ce match-là chaque année. Donc, c'est samedi soir. Là, je pense qu'ils vont attendre de belles affluences. Le Stade Toulousain, c'est toujours, c'est toujours un gros match. Et du coup, voilà, ils ont laissé tomber le challenge. Peut-être que c'est pas leur objectif. Et voilà. On peut pas donner d'enseignements sur le challenge. De l'autre côté, le Stade Toulousain, du coup, moi j'ai plutôt envie de féliciter la performance énorme de Glasgow, parce que Oui. Glasgow, ils ont fait un match énorme. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien, hein, après Toulouse n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner le match, je l'entends, mais par contre, Glasgow, la seconde mi-temps, du coup, ils ont dominé. Ils ont dominé, ils ont été présents, ils ont mis à la faute, ils ont joué sur les points, leur temps fort. On se rappelle que Toulon, le week-end d'avant, avait aussi pris la marée en Écosse. Je pense que là, il y avait la météo qui était contre tout. Voilà, je veux plutôt féliciter Glasgow que la contre-performance toulousaine. Évidemment, Toulouse est passé à côté, a sûrement perdu beaucoup voilà, ils vont perdre l'avantage du terrain la Coupe d'Europe, donc du coup c'est quand même difficile, mais bon, ils vont pouvoir s'y reprendre. Toulouse a déjà fait aller gagner à l'extérieur en Coupe d'Europe, donc ça sera un autre challenge. Mais voilà, c'est Glasgow qui a gagné ce match et bravo à eux. Donc pour moi, il y a rien à dire. Quand on perd contre une équipe plus forte sur le moment, il faut féliciter l'adversaire et tu te remets au travail. Voilà pour ce match contre Lyon. Donc on n'en parle pas beaucoup puisqu'on a parlé plutôt de la Coupe d'Europe. C'est un gros match parce que du coup, Toulouse va à Toulouse, ils ont pris un revers comme ça. Je pense pas que ils vont aller vouloir se faire taper à Lyon, hein. Je pense que la semaine va être dense. Je pense que sur le point du combat, je pense que là, il y a des joueurs qui sont complètement passés à côté, mais à fou, Ntamak, je pense que voilà, je pense que à Toulouse, la semaine va être dense et vraiment très agitée sur le plan du combat. Donc voilà. On peut pas dire qu'il manquait du monde. Ils avaient Dupont, même s'il n'est pas 100%. Ils avaient Willis, ils avaient Ramos, ils avaient Tamac. Tout le monde était là. Donc c'est une belle défaite. Et je pense qu'ils vont se faire piéger à Lyon, parce que moi je vois Lyon gagner la semaine prochaine. Et je mets 4-1 pour le Loup. Moi, je vais partir sur la victoire du Stade Toulousain tout de même. Je vais me dire revanchard. Je sais pas, Lyon, j'arrive pas à les jauger cette année. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut les placer. C'est un peu en dents de scie. Ils ont livré quelques performances à domicile, un peu comme ci, comme ça. Le match contre La Rochelle, tout ça. Oh là, dernier match contre Clermont, le retour de la charnière Oui, Couillou-Berdeux, c'est vrai, elle a fait du c'était bien. pas mal. Ils ont quand même fait une voilà. Du coup, on voit bien qu'à Bayonne, ils sont pas passés loin, malgré qu'ils avaient fait tourner. C'est dommage c'est dommage, Bayonne était prenable, hein. Ils ont fait un cadeau, ils ont mis des joueurs au repos ils auraient mis aligné la même équipe qu'ils ont alignée contre Clermont.
Et je pense qu'il y avait quelque chose à faire, sachant que tu as 15 jours de Coupe d'Europe derrière, que tu vas mettre des remplaçants. Je comprends pas l'état d'esprit de Lyon à avoir pas mis la grosse équipe pour gagner, pour aller chercher Bayonne, alors qu'il était avec, je sais pas, 20 blessés, et c'était très compliqué pour Bayonne. De toute façon, j'avais donné même la victoire C'est de vrai. nous, je me rappelle. Donc, du coup, ils sont vraiment passés à côté de ce match là-bas. Ils devaient gagner. Et là, par contre, je pense qu'ils vont faire le boulot contre Toulouse. Allez, on passe au match prime time de ce dimanche soir, 21h05. C'est l'Union Bordeaux-Bègles qui reçoit le Rugby Club Toulonnais, affiche classique de ce championnat de France entre deux équipes. Troisième pour Toulon, sixième pour l'UBB. Vous connaissez la rengaine, ce sont deux équipes cadors de notre championnat qui nous régale. Toulon, d'ailleurs, au passage, TAC, qui a officialisé l'arrivée d'un demi d'ouverture argentin, Thomas Albornoz, qui rejoint l'effectif rouge et noir dès la fin décembre 2025 et ce jusqu'en 2030. Voilà, donc une nouvelle arrivée pour Toulon. On en fait arriver des joueurs à l'hiver pour Je ne l'ai se pas suivi. renforcer. Quand c'est qu'ils ont partagé ça, excusez-moi? Hop, ça a été officialisé le 12 décembre, donc c'était la semaine dernière. Fin de semaine dernière. Ah, ok, d'accord. Et du coup, il arrive quand? Je n'ai pas suivi non plus. Il arrive fin décembre, donc là pour la nouvelle année, il fera le nouvel an. Ok, d'accord. D'accord. Il a joué contre, Voilà. l'USAP le week-end, donc voilà. Voilà, et donc il va arriver du côté du RCT, petite recrue sympathique annoncée par Toulon. Et pour l'UBB, mauvaise nouvelle, eh bien Mathieu Jalibert n'était pas présent dans le top 100 des meilleurs joueurs fait par Rugby Pass de l'année 2025. Voilà, c'est encore une... Bon, on commente ça de manière cocasse, ça nous fait rire. Oui, mais on parle de joueurs qui jouent en sélection. Mathieu Jalibert, il n'a pas trop joué en sélection, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été dans le classement. Je pense que Mathieu Jalibert, voilà, s'il garde ce niveau de jeu, il va peut-être surprendre plus d'heures en 2025, en 2026. Donc voilà, on va voir. Voilà, maintenant, avec le niveau de jeu qu'il affiche, il faut qu'il revienne en équipe de France et il faut qu'il continue à progresser comme il fait. C'est dommage, les Anglais n'avaient pas Canal+. C'est quand même dommage, mais pour le classement des Français, je vous l'affiche. Merci Paolo Guillem pour le résumé. Antoine Dupont est deuxième, il a dû faire un match et demi en 2025. Deux matchs, Ouais. il a fait deux matchs et il s'est blessé au début du troisième. Donc voilà. C'est quand même parfait. Bielbiarré est 8ème, Penaud 15, Ramos 26, Aldrid 52, Movaca 55, Meafou 70, Marchand 81, Ntamak 86, Olivon 94. Et oui, il n'y a pas François Cross, et oui, il n'y a pas Thibaut Flamand. Pour ceux qui se posent la question, voilà, bon, on va pas non plus s'embêter, ça nous fait un petit peu rire. Pourquoi on parle de ce classement alors? On C'est n'a juste parce pas qu'il me parlé de faisait ce rire. classement. Franchement, il m'a fait bien rire. Non, mais non, mais j'ai entendu beaucoup de gens parler de ce classement. Mais si du moment que tu vois, je veux dire, tu n'as pas Thibaut Flamand déjà, pour moi, le classement, quand tu vois que tu mets Dupont qui n'a pas joué de la saison, qui est deuxième, déjà, et que tu mets pas Thibaut Flamand, bon, tu te dis que le classement, quand tu es Toulousain, tu te dis, bon, Il vaut pas grand-chose. inintéressant. Ça, Oh, oui. c'est des mecs qui sont à la garderie qui font le classement. Ça, totalement. Bref, on va revenir sur le rugby. C'était pour évoquer l'Union Bordeaux-Bègles et introduire cette Union Bordeaux-Bègles Racing Club, Rugby Club Toulonnais. Je vais y arriver. L'UBB, donc, du côté de la Champions Cup, a fait le boulot. Ils sont allés gagner en Afrique du Sud et ils sont imposés en faisant tourner contre les Scarlets. Pour Toulon, gros match contre Bath et c'est une victoire 45-34. Donc, ça, c'est des éléments aussi à prendre en compte. C'est deux équipes qui ont peut-être une carte à jouer dans cette Champions Cup. Et ils vont se retrouver tous les deux du côté de Chabannes-Delmas dimanche soir pour une affiche qu'on espère sympathique, on espère compétitive, et on peut peut-être compter sur un Charles Olivon qui a fait un match énorme en Champions Cup la semaine dernière. Écoute, moi, je vais d'abord attendre l'inconnu de ce match-là, c'est les compositions. Oui, je veux dire, c'est franchement, que va faire Pierre Mignoni pendant son bloc? Parce qu'il a un bloc où il va aller à l'UBB, recevoir l'USAP, aller à La Rochelle. Donc, c'est un bloc très, très compliqué pour le RCT. Comment il va gérer son effectif? C'est ça qui est l'inconnu. Est-ce qu'il a intérêt à mettre une grosse équipe à, à Bordeaux qui, eux, vont aligner sûrement leur meilleure équipe pour faire tourner peut-être à Clermont la fois d'après? Voilà, c'est le problème, c'est que là, quand tu joues les deux compétitions à fond, à Toulouse, je sais que peut-être que s'ils avaient gagné avec le bonus à Glasgow, ils auraient pas. Voilà, là, il peut pas se permettre de mettre les mecs au repos puisque il faut gagner absolument. Donc il va mettre une belle équipe. Mais là, je ne sais pas comment va fonctionner Mignoni. Et si jamais, moi, c'est pour ça que je suis parti. Clairement, je pense que Mignoni va faire tourner. Donc, du coup, je pense qu'il va avoir une équipe un petit peu remaniée du côté de Bordeaux-Bègles. Malheureusement, c'est souvent comme ça en top 14. Et là,
voilà, l'enchaînement des matchs, ils ont fait un très beau match, ça s'est joué dimanche déjà. Voilà, ils ont eu du mal à gagner. C'était une belle rencontre, mais on va dire que Ibas a fait une très très belle performance et du coup les a accrochés. Donc ils ont dû aller au bout d'eux-mêmes, hein, mais est-ce qu'il va garder son équipe type pour aller jouer à Bordeaux? Je pense pas. Donc c'est pour ça que je vais partir sur une victoire bonifiée de Bordeaux, qui eux, voilà, ben, c'est Noël, donc va falloir faire la fête, va falloir de plaire au public, et je pense que ils vont mettre un petit peu derrière. Ils ont retrouvé un peu tout le monde. Moefana est revenu, les deux ailiers sont là, voilà, ça joue bien. Jalibert anime bien, elle fait des masterclass, donc voilà, Lucas sera là, donc je pense que ça va être une belle victoire de Bordeaux ce week-end, et je vais mettre 5-0. Donc c'est la première fois de la saison que l'UBB pourra aligner son équipe type Tout à fait. de la saison top 14. Hein. Puisqu'il y a Moefana qui sera de retour pour ce qui est du championnat. Donc ça peut être une opportunité pour l'UBB pour taper du poing sur la table et affirmer une première grosse victoire cette saison à domicile. Voilà pour le programme de cette petite journée de top 14. Petit point Pro D2 rapidos. On a parlé des sanctions à droite à gauche du côté de la Pro D2 pour Béziers, Biarritz et Dax. Journée à partir de jeudi 18 décembre. Donc demain, Béziers reçoit Vannes, Colomiers reçoit Valence-Roman, Dax se déplace à Grenoble, Mont-de-Marsan accueille Provence, Agen accueille Aurillac, Carcassonne accueille Angoulême, Nevers accueille Brive et Biarritz accueille Oyonnax à 21h vendredi. Les résultats de la 14e journée de TAC, je vous l'affiche comme ça, vous les avez. Que des victoires à domicile pour cette 14e journée. Angoulême qui s'est imposé à domicile face à Agen qui a pris le bonus défensif. Valence-Roman s'est imposé contre Grenoble. Brive a pris le bonus offensif contre Carcassonne. Oyonnax s'est imposé face à Nevers. Bonus offensif également pour Provence face à Béziers. Aurillac s'impose contre Mont-de-Marsan. Bonus défensif pour Colomiers à Dax. Et bonus offensif pour Vannes face à Biarritz. Je ne sais pas s'il y a un élément que tu as retenu sur ce joueur Ouais, top 14 ce qui arrive. il y a deux matchs qui vont être intéressants ce week-end. C'est quand même le match de Carcassonne ce week-end qui reçoit quand même Soyons Angoulême. Carcassonne qui, bah, du coup, voilà, les autres, ils ont pas gagné depuis un petit moment, mais bon, ils avaient rencontré des équipes beaucoup plus fortes. Là, Soyons Angoulême, c'est une équipe au milieu de tableau qui est plus un petit peu à leur portée. Donc, évidemment, est-ce qu'ils sont capables, Carcassonne, de remettre la pression justement à Dax et à Mont-de-Marsan? Ils sont pas très loin, donc voilà, c'est le match qui est très très intéressant ce week-end. Mont-de-Marsan, pareil, ils vont recevoir une équipe de Provence qui est plutôt très très à l'aise en ce moment. Donc voilà, il y a des matchs intéressants. On retient quand même les performances d'Aurillac. Hein. Aurillac avait le tout petit budget qui est sixième au classement, donc qui arrive à faire voilà, qui est quand même sixième au classement avec voilà il reste sur trois victoires. Hein. Ils ont été justement eux gagnés, je crois que ils ont gagné à Soyo Angoulême, donc voilà. Et puis ils s'affichent comme un candidat avec le petit budget qu'ils ont. Ils sont candidats au top 6. Donc voilà, bravo à eux. Je trouve que c'est une équipe moi qui y vais tout le temps dans le Cantal en ce moment là. Du coup, c'est une équipe de valeur, hein, de valeur humaine, de valeur, voilà, parce que faire ça avec 5 millions de budget, je pense que voilà, c'est des miracles à chaque fois. C'est des miracles. Ils ont recruté encore des joueurs incroyables, je sais pas comment ils font, hein, qui font tourner leur équipe. Donc bravo à ce club que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est le petit poussé qui est toujours là, malgré qu'ils n'ont pas les infrastructures d'un club professionnel. Eh bien, ils sont là et du coup, ils tiennent bon. Voilà. Et ils tiennent bon, Donc effectivement, on en avait bravo. parlé en début de saison. Ça travaille bien du côté d'Aurillac et le monstre sportivement. Avec cette 6ème place après 14 journées, c'est quand même pas trop mal comme résultat. Je pense qu'ils auraient signé pour être à cette hauteur-là à quasiment la mi-saison. Oui, puis Donc on va ils attendre. vont à Agen qui est septième. Oui, Ouais, ils sont dans le match. Ils sont à Agen qui est septième. C'est Agen qui a la pression. Eux, ils y vont sans pression, sans rien. Donc on va voir comment ça va donner. match qui nous fait atteindre la mi-saison pour des deux, puisque Voilà, c'était ça. 15 matchs aller, 15 matchs retour. Donc on Donc fait un peu le bilan. Van sera champion d'automne. Hein. Van est parti. Voilà, oui, Van est ils sont revolés. parti. Ça y est. De toute façon, maintenant, de toute façon, tout le monde, quand ils vont à Van, remanie son équipe. Donc, et puis voilà. Et puis, recevoir Van, c'est compliqué. Van est largement dessus. Aurait dû être en top 14 encore cette année, à un niveau qui est très lourd, très proche des clubs de top 14. Donc, remontera sûrement. Et voilà. Pour moi, il n'y a pas trop d'enjeux cette saison. C'est eux qui peuvent se saborder en phase finale. Mais sinon, c'est l'équipe phare du Pro D2 de loin. Exactement, mais on verra sur les phases finales parce qu'on peut avoir des surprises, on l'a vu l'an passé. On l'a vu, Euh, hein, un peu. c'est ça. Rien n'est joué à l'avance. Voilà pour cette petite vidéo, on a fait
pas mal de choses à dire, hein, quand même, entre la reprise du top 14, cette Pro D2 et les sanctions à droite à gauche. On n'a pas parlé du rugby élite féminine, pardon, qui a joué le week-end dernier également. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas évoquer parce qu'on n'a pas le temps, mais on va essayer de prendre plus de temps la semaine prochaine. Il n'y aura peut-être pas tous les éléments de commission aussi qui vont tomber chaque semaine. Ça va peut-être nous faire gagner du temps, ça aussi. Ça pourrait aider. Voilà pour cette petite vidéo tranquillement. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si ça vous plaît. Nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent lire et qui sont passionnés de communiquer et de commission, je vous mets tous les liens dans la description. Et moi je vous souhaite un très bon week-end de rugby et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.